mon diaporama, a priori. Euh, alors, je suis dedans, tac, tac, voilà. Euh, je repars à zéro. Hop, voilà. C'est bon pour tout le monde là? Alors, eh bien, écoutez, donc bienvenue dans cette réunion d'information. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter donc le DU, le nouveau DU Gérontologie sociale et précarité qui ouvrira en septembre 2026. Donc notre invitée du jour est la directrice de ce DU, Sophie Rouet-Lambert, qui est docteure en urbanisme et sociologie. Bonjour Sophie. Et je suis de mon côté Katia Latapi, je suis en charge de la formation continue et des relations entreprises à l'ICP. Alors, pour vous présenter quand même rapidement, avant de présenter la formation, l'Institut catholique de Paris. Donc, nous sommes un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, ce qu'on appelle un ESPIG. Et donc, c'est un label de l'État. Nous participons par ce biais aux missions de service public de l'enseignement supérieur et nous avons des critères de non-lucrativité et d'indépendance de gestion. Et nous sommes évidemment évalués périodiquement par des instances nationales. Nous sommes également évalués qualité HCRS. Donc le HCRS, c'est le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui est l'autorité publique indépendante chargée d'évaluer l'ensemble des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Et donc, il va accompagner, conseiller et soutenir la démarche d'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Nous sommes également labellisés Calliope, donc c'est une certification qui a pour objectif de garantir la qualité des prestations de formation proposées par les organismes. Et donc, elle permet d'attester de la conformité des prestations proposées avec les exigences qualité du référentiel national du ministère du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Alors, l'ICP, c'est un écosystème composé de facultés et d'instituts. Nous avons 6 facultés et 6 instituts. Nous avons également 3 écoles, donc dans des domaines divers et variés autour des humanités, puisque ça va être des domaines comme la solidarité, l'interculturalité, le management, le développement durable, la RSE, les ressources humaines, la médiation, la QSE, l'éthique et la santé, l'éducation et la pédagogie, et puis également tout ce qui est autour forcément de la théologie, de la laïcité et des religions. Alors notre signature, c'est l'esprit grand ouvert sur le monde. L'ICP répond à sa mission d'utilité sociale en proposant une offre de formation continue qui est conçue en collaboration étroite avec le monde du travail sous toutes ses formes. Et cette offre va viser à favoriser tout au long de la vie l'accès au savoir des chercheurs, des universitaires et des experts pour éclairer les acteurs économiques et aider à mieux appréhender les grands enjeux du monde contemporain et faire face également aux conséquences des profondes révolutions technologiques, économiques, politiques, environnementales auxquelles toutes les organisations sont confrontées. Donc, on est évidemment, en tant qu'établissement supérieur, on a des enseignants-chercheurs, donc 900 enseignants-chercheurs, dont 50% sont issus du monde professionnel. Et puis, pour pouvoir assurer ces formations, nous avons un grand réseau de 5 bibliothèques. Les formations vont associer apports théoriques et pratiques. On va avoir évidemment des formations en présentiel, mais aussi en distanciel ou enfin en hybride, et évidemment de l'équipement, du matériel pédagogique adapté pour pouvoir assurer ces formations. Elles sont destinées à qui ces formations? Alors, dans le cadre professionnel, aux cadres dirigeants d'entreprise, aux acteurs de la solidarité nationale et internationale, aux professions juridiques, au personnel des établissements d'enseignement, organismes et de formation, aux laïcs des diocèses et associations religieuses,
au personnel des organisations à but non lucratif d'utilité publique, aux professionnels du soin et de la santé, mais aussi, ça c'est vraiment une liste exhaustive, hein, puisqu'on s'adresse à tous les professionnels, quels qu'ils soient, des dirigeants d'entreprise, des architectes, enfin voilà, toutes les personnes qui ont besoin de développer leurs compétences. La plupart de nos formations démarrent en septembre ou en janvier. Ce sont des formations qui sont organisées en discontinu et qui vont être compatibles avec le maintien d'une activité professionnelle. Avec le label Calliope, elles vont être finançables par des fonds privés et publics de la formation professionnelle et continue, et pour certaines, elles vont être éligibles au CPF. Elles sont toutes adaptables en format sur mesure pour une organisation. Vous allez avoir au cours de ces formations de l'analyse de pratique, des échanges entre pairs, de la réflexivité, de la prise de recul, des apports théoriques, des liens avec la recherche, et puis également des études de cas et la richesse de solutions apportées. Une approche pluridisciplinaire en lien avec la recherche toujours, et vous allez être confronté à une diversité des publics, c'est ce qui apporte une grande expérience humaine et une quête de sens. Et enfin, les valeurs de l'ICP, évidemment, éducation, la lutte contre l'exclusion, la promotion des liens fraternels, la protection des plus vulnérables, les échanges interculturels, la solidarité, la protection de l'environnement, le développement durable et enfin la responsabilité sociétale. Voilà, donc je vais passer la main maintenant à Sophie Rouet-Lambert, qui va vous présenter l'offre l'offre du DU, ce que c'est que le DU, sa genèse, et comment ça va se passer pour sa mise en place. Merci. Merci beaucoup, Katia. Eh bien, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Je suis absolument ravie de vous accueillir, même si c'est en distanciel, en visio. Un grand merci, Katia, et au service de la formation continue pour le soutien depuis le début de cette aventure, hein, le soutien à la préparation et aux coulisses d'élaboration pour que cette formation voit le jour. Alors, je vais procéder en deux étapes. Je vais faire une très brève présentation de qui je suis par rapport à vous et pourquoi je vous présente cette formation. Et puis, je vais faire en effet une contextualisation de la naissance de cette offre du DU Gérontologie sociale et précarité. Donc, je suis Sophie Rouet-Lambert, je suis urbaniste. J'ai fait une première formation en urbanisme et aménagement et également sociologue. J'ai beaucoup, dès le départ, dès le début de mes études, travaillé sur la question du rapport à l'espace, hein, au logement, à l'habitat. Et j'étais très intéressée dès le départ aux questions du mal logement, du non-logement. Et donc, j'ai fait mon travail de thèse de doctorat sur les modes de survie à la rue et les modalités d'insertion par le logement après une longue période passée à la rue. C'était dans une période particulière, dans les années 90, où on avait une résurgence du phénomène dit sans SDF à l'époque. J'ai avancé évidemment mes travaux sur le sujet et de plus en plus je me suis intéressée non pas uniquement aux personnes en situation, à la reconstitution de leur parcours, de leurs itinéraires de vie, mais également aux acteurs, aux institutions qui jalonnent les parcours des personnes qui sont en situation sans abri et SDF. Et puis, j'ai continué évidemment mes travaux sur ce type de sujet et avec l'avancée en âge des personnes, eh bien, petit à petit, depuis quelques années maintenant, je m'intéresse à la question de leur vieillissement. Voilà. Et la question du rapport à l'espace, j'y reviens 2 secondes. J'ai une première formation en architecture d'intérieur et en architecture. Et c'est vraiment cette conjonction des trois domaines que sont le domaine du social, le domaine du sanitaire, hein, du soin et le domaine du rapport à l'habitat qui m'intéresse ici et qui sont en coulisses, on va dire, en background par rapport à la manière d'avoir pensé cette formation. Alors, je vais vous partager également un petit visio que voilà, le voici. Donc, excusez-moi, je fais le partage d'écran. Un petit support qui permettra d'avoir hop, l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, me dit Katia. Merci beaucoup. Bien, donc, je vais vous faire une brève contextualisation, hein. Certainement pas un cours.
Dans les années 90, on émerge le nouveau phénomène SDF, comme vous savez, pour plein de raisons. Je ne vais pas faire tout un trop grand développement, mais les premiers travaux qui ont porté sur le sujet concernaient d'abord la compréhension des modes de vie et du quotidien sans abri, et avec tout un ensemble de démarches méthodologiques visant la reconstitution des parcours résidentiels et des parcours SDF, donc sans domicile fixe. Et puis, assez rapidement, les travaux ont également porté sur les épreuves de sortie des situations SDF et sans-abri, vers où, une fois que, pour certains d'entre eux, ils pouvaient, avec différentes démarches, sortir des situations de rue, vers quel type d'établissement, vers quel type de structure ou de dispositif ils pouvaient aller. Et on se rendait compte que la sortie de la situation de rue, ben, ce n'était pas une parenthèse qu'on fermait après une épreuve à la rue, mais c'était encore une fois tout un parcours jalonné de ruptures, jalonné d'épreuves de plus diverses et variées et difficiles, bien sûr. Cette période, décennie des années 90, c'est également une période qui a vu la création d'un nouveau dispositif, qui est évidemment toujours très actuel et qui s'est beaucoup diversifié, la création du SAMU social, qui a, parallèlement au SAMU social, qui développe une offre d'hébergement d'urgence et de mise à l'abri qui s'est elle-même étoffée. Je serai évidemment très lapidaire, hein, et un peu caricatural dans cette présentation. Veuillez m'en excuser, je ne peux pas énumérer tous les dispositifs, mais ça permet d'avoir une idée de la contextualisation de l'offre du DU. J'avance rapidement. Dans le début des années 2000, on commence à avoir quand même une meilleure connaissance cette fois du phénomène. Et on voit également, parallèlement en termes de dispositifs, une diversification de l'offre et également des approches sur la question des modes de survie et des modes de vie des personnes sans abri et sans domicile. On voit aussi au début des années 2000, fin de décennie de 90, début 2000, la création de nouveaux dispositifs de résidence sociale, notamment la création d'un dispositif particulier que vous connaissez sous le nom de maison relais ou encore appelé pension de famille, qui là relève du logement. Et puis, dans le début des années 2000, on voit également un tournant dans la loi 2002 sur l'adaptation des maisons de retraite médicalisées en EHPAD, cette fois établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, mais là qui relève de l'hébergement. On a enfin, il y a d'autres dispositifs, bien sûr, mais là, on voit deux tendances se dessiner. Le logement d'un côté, plutôt du domaine qui relève du domaine social, et l'hébergement de l'autre, qui va plutôt relever du domaine du soin. Et puis, parmi tout un ensemble de dispositifs, d'associations, de mouvements qui se développent, on a la création également au début de la décennie 2000 du collectif Les Morts de la rue. Et là, c'est important, enfin, outre l'importance en soi du collectif, bien sûr, hein, mais ils vont établir des premières statistiques sur ce sujet qui était encore tabou, hein, des personnes qui meurent à la rue. C'est une sorte d'impensé, de non-dit ou autre, hein. Et ils vont, entre autres recherches et documentation, produire un chiffre, hein, produire une donnée qui est d'établir l'âge moyen au moment du décès des personnes recensées à la rue. Et il y a un fameux âge, 48 ans,7 mois, qui sort. Et cet âge va avoir une importance ici parce qu'elle va participer d'une mésappropriation, d'une mauvaise interprétation, pardon, avec l'idée que finalement, bah, toutes les personnes dans la rue meurent avant 50 ans. Donc on voit depuis l'émergence d'un impensé et le développement d'un mal-pensé. Un impensé et mal pensé, c'est-à-dire que toutes les personnes finalement ne meurent pas toutes avant 50 ans à la rue, bien heureusement pour elles, hein, pour plein de raisons, déjà pour des raisons de physiologie personnelle ou autre, mais aussi avec l'augmentation et l'amélioration des dispositifs de prise en charge, hein, les personnes sont quand même mieux accompagnées et avancent en âge malgré tout, même si c'est dans de grandes difficultés. Donc les personnes sans abri SDF vieillissent aussi, comme d'autres populations, mais elles vieillissent différemment. Elles vieillissent différemment, avec des pathologies différentes, avec des manières de se penser, s'envisager dans le vieillissement différentes, et puis un rapport au corps différent. Et surtout, ce qui est assez flagrant comme constat que les médecins ou que les travailleurs de terrain, les travailleurs sociaux ou médecins de terrain constatent, c'est un décalage absolument énorme entre l'âge, on va dire, biographique et puis l'âge administratif. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui vieillissent prématurément et qui développent des pathologies assez spécifiques. De fait, donc, ce qui
en parallèle, on va dire, de ces phénomènes-là, eh bien, on constate également que les dispositifs d'accompagnement et de prise en charge, eh bien, ne sont pas adaptés à ce vieillissement différent, à ce vieillissement déjà qui n'était pas pensé et à ce vieillissement qui est différent. Donc, le constat depuis, bien sûr, est qu'il y a une véritable inadaptation et méconnaissance de la part des secteurs et du soin et du social et de l'habitat sur ces phénomènes-là. Donc, on a une connaissance partielle. Une connaissance partielle, hein. Chaque établissement, chaque acteur, chaque secteur connaît très bien son domaine, mais pas forcément, évidemment, l'autre aspect qui peut être l'aspect social. Excusez-moi, j'avais copié ma sonnerie, mais à ce moment-là, c'est raté. Chaque secteur connaît très bien son secteur, mais pas celui forcément des autres. Donc, les établissements, de manière générale, ne sont pas adaptés, donc, et les personnels ne sont pas préparés, finalement, à accueillir et accompagner ces vieillissements spécifiques. Je dis c'est au pluriel, ces vieillissements au pluriel, parce qu'on voit que les personnes vieillissent différemment. Ce n'est pas un vieillissement, mais des vieillissements spécifiques des personnes anciennement SDF et sans-abri. Et puis, les concepteurs d'espace, eux aussi, ne sont pas assez sensibilisés aux modes d'habiter, aux usages, aux pratiques différentes des lieux de vie par les personnes anciennement SDF et sans-abri également. Donc, l'idée est vraiment ici de mettre autour de la table ces trois secteurs spécifiques que sont le soin d'un côté, le sanitaire, pardon, le secteur social de l'autre et les acteurs de l'habitat et du territoire. Ces trois secteurs-là, ces trois acteurs, oui, ces trois secteurs, pardon, eh bien, travaillent, jalonnent finalement les parcours de vie, les parcours résidentiels, mais à des moments différents et ne parlent pas forcément tout à fait le même langage. Donc le constat que l'on fait également, c'est que sur des grandes notions ou mots communs ou mots-clés que l'on mobilise, chacun dans ce secteur, l'autonomie, la dépendance, la responsabilité, la vulnérabilité, eh bien, chacun dans son prisme envisage, trouve des réponses ou des dispositifs par rapport à ces grandes notions, mais encore une fois, eh bien, ces grandes notions, autonomie, dépendance, vulnérabilité, responsabilité, n'ont pas le même sens, voire parfois peuvent avoir des sens opposés en fonction des secteurs concernés. Et notamment entre le secteur du soin et du social, la notion d'autonomie et de dépendance est très très différente, perçue différemment, définie différemment. Donc les réponses, elles aussi, sont différentes, voire parfois inadaptées lorsqu'on veut faire se relier ces deux secteurs. Bref, ces secteurs ne parlent pas la même langue. Donc, d'année en année, à force de naviguer dans les différents espaces, que ce soit les EHPAD, que ce soit les milieux des pensions de famille, que ce soit les milieux hospitaliers, les différentes structures privées, publiques, bref, à force de rencontrer les différents acteurs qui sont sur le terrain, qui sont directement en lien avec les différentes personnes concernées, eh bien, a émergé à chaque fois l'idée, le questionnement ou le constat qu'il manquait de formation, que à chaque secteur, il manquait une bribe d'information, une bribe de connaissance ou de compréhension d'une partie du phénomène. Et donc, à force, eh bien, a émergé petit à petit l'idée de faire une formation, de proposer quelque chose. Donc de former les acteurs professionnels directement confrontés au quotidien à ces problématiques-là, de les former aux spécificités du vieillissement des grands précaires, car c'est vraiment un domaine qui est assez méconnu encore, hein, mais pas de former chaque secteur dans son coin, dans son silo, pour reprendre ce terme, mais vraiment en travaillant le plus possible conjointement, c'est-à-dire en faisant, je prends la notion, le mot-clé, en faisant œuvre de reliance entre ces secteurs qui historiquement œuvrent encore beaucoup en silo, qui historiquement ont été formés, fondés en silo, en tout cas séparément, parallèlement. Donc l'idée de faire reliance entre ces secteurs, c'est également dans la pratique, c'est-à-dire que l'offre de formation que je vais vous présenter plus avant, eh bien, l'objectif est de mettre autour de la table, en table ronde, sous forme de séminaire, des promotions de personnes qui sont issues de ces trois secteurs-là. C'est-à-dire, dès la formation, de rentrer en dialogue pour tenter, non pas de trouver un langage commun,
mais en tout cas de faire entrer en dialogue, en débat, en argumentation, la manière que chacun a d'envisager la situation, le problème, le mot-clé, et donc de faire entrer en dialogue les différents acteurs qui jalonnent encore une fois ces parcours des personnes et les itinéraires de résidentiels, de relogement, de soins ou d'accompagnement. L'objectif est donc, dès la formation, de penser conjointement, d'envisager conjointement également d'autres manières d'envisager l'accueil, aussi bien les espaces de l'accueil, les modalités de l'accueil, les dispositifs, et également l'accompagnement sur un terme plus long du vieillissement, de ces vieillissements-là. Et évidemment, on ne peut pas éluder la question de la fin de vie, car le vieillissement, de fait, débouche à un moment donné sur la question de la fin de vie, qui est une question également qui a été assez un impensé dans les différents dispositifs, notamment dans les pensions de famille. J'y reviendrai dans 2 minutes. Donc voilà, l'idée de cette formation dès le départ, c'est dans la pratique, mettre autour de la table, travailler ensemble des acteurs qui se connaissent, mais qui ne parlent pas tout à fait la même langue et qui peuvent envisager peut-être ensemble différemment d'autres manières de faire pour faire évoluer les dispositifs, pour envisager d'autres types de modalités ou de règlements d'établissement. Ça, ce sont des choses que nous verrons ensemble. Voilà, donc je vais présenter un peu plus précisément maintenant la formation. Je pense que le contexte, vous l'aurez compris, c'est vraiment ce que je trouve absolument passionnant dans cette aventure. C'est que ça fait à peu près une trentaine d'années maintenant que, de mon côté, mais d'autres personnes, évidemment, travaillent sur ces sujets-là. Et là, ce que je trouve absolument formidable, c'est la possibilité d'une transcription, on va dire, opérationnelle, d'un débouché opérationnel via une formation de 30 ans de recherche sur le sujet. Donc, c'est absolument, c'est une superbe aventure et cette offre de formation, le DU Gérontologie sociale et précarité, précarité au pluriel, a été vraiment pensée depuis ces quelques dernières années en dialogue avec les acteurs, en dialogue avec les personnes, justement, en demande, en demande de formation, voilà, en demande, excusez-moi. Alors, le DU, gérontologie sociale et précarité, c'est une formation, un programme qui se déroule sur une année, avec une rentrée qui est prévue en 2026, pardon, en septembre 2026, et qui se termine en juin 2026 normalement, et qui a pour rythme, c'est une formation qui est à destination de professionnels, c'est un rythme de 2 jours toutes les 3 semaines ou tous les mois. C'est encore une chose à décider en fonction du calendrier 2026-2027, qui vient tenir compte des jours fériés, qui va tenir compte des congés scolaires, etc., etc., parce qu'on sait que l'on s'adresse à des personnes en profession, en poste, qui sont souvent des personnes qui ont également des enfants, qui vont à l'école, donc qui ont des vacances scolaires. Donc voilà, le rythme, on va dire, va tenir compte de toutes ces contraintes également pour établir le programme et le calendrier exact des cours. Mais en gros, le rythme, ça va être 2 jours toutes les 3 semaines ou tous les mois, à partir de fin septembre jusqu'à fin juin. En ce qui concerne le programme, donc il y a 3 grosses unités d'enseignement, comme on appelle chez nous. Une unité d'enseignement qui concerne plutôt une contextualisation et une bonne compréhension des enjeux contemporains de la gérontologie sociale, qui est une branche des sciences sociales, donc qui a pour objectif de comprendre et de connaître les différents aspects sociologiques, économiques, politiques, psychologiques aussi du vieillissement. Dans cette unité d'enseignement, il est question non seulement de remettre en contextualisation la question du vieillissement en général dans notre société, qui est un vrai challenge, mais également le mettre en lien avec les conditions de vie habitantes, et puis de penser également dans cette unité d'enseignement sur les enjeux contemporains de la gérontologie sociale, la question de des âges, de l'âge de la vie, des âges de la vie, pardon,
et de tenter de déconstruire l'approche en termes d'âge, c'est-à-dire personnes âgées ou pas âgées, ça on y reviendra peut-être si vous avez des questions là-dessus, pour penser plutôt l'individu vieillissant, c'est-à-dire l'individu en termes de dynamique, de processus vieillissant. L'intérêt de déconstruire l'approche en termes d'âge, c'est d'éviter l'écueil des seuils, avec évidemment les seuils d'entrée dans un dispositif ou les seuils de sortie d'un dispositif. On connaît tous les effets de seuil et on sait à quel point, vis-à-vis justement de cette population spécifique qui a un vieillissement spécifique et notamment un vieillissement prématuré, pardon, la question de l'âge n'a aucun sens par rapport à leur vieillissement et est en inadéquation totale avec les conditions d'accès dans les différents dispositifs. Bref, donc dans cette unité d'enseignement sur les enjeux contemporains de la gérontologie sociale, recontextualisation par rapport au vieillissement en général, aux conditions de vie habitantes et la manière de vieillir en conditions de vie, on va dire, entre guillemets, normales et marginales. Une autre unité d'enseignement va concerner vraiment les questions de précarité au pluriel et vieillissement. Donc là, on a vraiment une mise en contextualisation également et en compréhension des phénomènes de précarité, de marginalité. Qu'est-ce que ça signifie que de vivre et de vieillir en marge? Quels sont le mode de vie au quotidien? Quelles sont les pratiques, les adaptations auxquelles les personnes, que les personnes en situation font pour vivre au quotidien à la rue ou dans du squat ou en tout cas dans des formes d'habitat et de logement qui ne sont pas conventionnelles? Comment elles s'ajustent, comment elles bricolent et comment elles sont, eh bien, lorsqu'elles arrivent dans des structures, soit d'EHPAD, soit de pension de famille ou autres, elles arrivent avec toutes ces compétences, hein, avec tout ce bagage-là, d'autres manières d'habiter, d'autres manières de pratiquer les espaces, les temporalités aussi. Et donc, comment on fait avec ces autres manières de vivre différentes pour les intégrer, pour ajuster les dispositifs ou encore les lieux d'accueil? Donc, précarité et vieillissement, c'est une unité d'enseignement qui est vraiment focalisée sur les formes de vie précaires, la bonne compréhension des formes de vie précaires, marginales, déviantes, parfois, et comment on ajuste, comment on bricole avec tout ça dans les institutions déjà établies. Et puis, en toile de fond également, il y a tout un ensemble de notions importantes à décortiquer, à creuser, à discuter, à débattre, parfois à contredire, hein, que sont les notions d'autonomie, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, de dépendance, de vulnérabilité, de responsabilité, de transfert, etc. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, comment on peut arriver au moins à avoir une sorte de référentiel commun de la part, encore une fois, donc, du secteur du social, du secteur du soin et du secteur de l'habitat, pour savoir de quoi on parle et comment on parle de ces notions-là quand on veut envisager ensemble un dispositif ou la conception, pourquoi pas, d'un nouveau type d'établissement ou le changement de règlement. Donc l'idée ici, c'est vraiment cette mise en œuvre de la reliance, hein, faire reliance autour du sujet vieillissant, faire reliance entre les différents secteurs concernés. Donc, ce sont 3 unités d'enseignement de contenu, on va dire, hein, lesquelles seront dispensées en partie par des universitaires, bien sûr, spécialistes des sujets, mais également par des professionnels qui sont directement, qui ont une expérience de terrain de longue date, hein, et qui ont depuis longtemps l'expérience justement de ces adaptations, de ces spécificités de vieillissement, de ces spécificités de parcours de vie. Et puis, il y a une dernière unité d'enseignement qui est d'ordre plus cette fois prospective, méthodologique et prospective, qui est méthodologie, rapport réflexif et expérience et montage de projet. Ici, l'idée, c'est 2 choses. Premièrement, c'est d'aller visiter des lieux différents, des lieux alternatifs, des lieux un peu, oui, différents, qui proposent justement des projets, pas des projets, mais qui proposent, pardon, des lieux de vie qui justement diffèrent de l'offre générale, voir comment ça se passe, comment la difficulté parfois de monter ces types de structures ou d'établissements. Donc l'idée, c'est d'aller in situ visiter différents lieux pour s'inspirer, pour avoir quelques exemples de ce type, et évidemment rentrer en dialogue avec les personnes qui ont monté, les personnes qui gèrent au quotidien, quelles sont les difficultés, quels sont les blocages, quelles sont les bonnes surprises aussi qu'on peut avoir dans ce type d'établissement alternatif. Et puis,
un autre aspect qui est, je trouve, assez, enfin, pour moi, je vois plutôt assez stimulant aussi et passionnant, c'est de vous mettre à travailler ensemble à l'élaboration d'un projet, soit l'élaboration d'un projet d'établissement alternatif, soit à l'élaboration d'un ajustement de votre projet d'établissement déjà existant, avec une méthodologie que je pratique depuis très longtemps maintenant, une méthodologie spécifique basée sur la méthodologie de l'utopie, c'est-à-dire, alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire un projet utopique, hein, pas du tout, mais c'est vraiment l'utopie comme méthode de pensée, comme méthode de projection et méthode de travail, hein, c'est-à-dire établir un diagnostic de l'existant, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne, qu'est-ce qui manque. Ensuite, deuxième étape, s'émanciper de toute contrainte pour projeter dans un idéal. Si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on aurait envie et qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à la problématique posée? Et puis, bien sûr, on ne reste pas en suspens avec une baguette magique, mais on revient en retour en principe de réalité. Si on devait réellement, si on pouvait réellement, devait réellement concrétiser ce projet-là, cette projection, qu'est-ce qu'il faudrait, quels seraient les leviers, qu'est-ce qu'il faudrait transformer, quels seraient les ajustements réglementaires, les autres manières d'envisager des partenariats ou autres pour concrétiser un projet d'établissement alternatif. Donc il y a l'idée ici de travailler conjointement, donc ce n'est pas un travail solitaire, hein, c'est un travail commun à faire à plusieurs personnes qui, si possible, justement, proviennent de milieux différents, encore une fois, le sanitaire, le social et l'habitat, pour travailler ensemble à la conception, à la compréhension déjà de dysfonctionnement, à la proposition d'un autre possible et à sa possible concrétisation dans une réalité tangible. Euh, voilà en gros les différents aspects. Qu'est-ce que sur quoi je pourrais peut-être appuyer encore. Non, je crois que pour le moment, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Je préférerais laisser plutôt du temps pour répondre plus précisément à des questions, évidemment s'il y en a. Mais voilà, j'ai peut-être oublié des choses, mais je ne pense pas. En gros, voilà, c'est euh, de manière générale et synthétique surtout, ce que je voulais vous partager pour cette première réunion d'information sur la création du DU et quelques données donc d'ordre organisationnel et de contenu. En tout cas, je vous remercie déjà de votre écoute, hein, et surtout, je vous laisse la parole pour vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette formation, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Est-ce que Bonjour, Oui, est-ce que bonjour. DU est pris en charge par le CPF? Alors, non, pas encore, parce que pour une prise en charge CPF, il faut qu'on la déclare déjà auprès de France Compétences. Et pour déclarer une formation à France Compétences, il faut qu'on ait déjà 2 années de recul de formation. Or là, c'est une création, donc on ne peut pas obtenir de financement CPF. En revanche, nous sommes labellisés Calliope, et du fait que nous sommes labellisés Calliope, vous pouvez obtenir des financements publics ou privés. Et voilà, et puis après, vous faire financer par l'entreprise ou l'organisation dans laquelle vous travaillez. Merci Katia de répondre à ces questions. Je t'en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au rythme de formation, par exemple? Est-ce que tu as parlé Est-ce que tu as parlé du rythme de formation? Oui, j'en ai parlé un peu. Alors, c'est ce que j'expliquais. C'est un rythme de 2 jours, toutes les 3 semaines ou tous les mois, à partir de fin septembre jusqu'à fin juin, début juillet de l'année suivante. Donc, depuis septembre 2026 jusqu'à juin 2027. Ce que je disais, c'est que pour le moment, là, en fonction du calendrier d'entre 2026-27, de la date des vacances scolaires et autres, je n'ai pas encore de précision sur des dates précises à vous donner parce que je veux absolument que ne soient ni impactées les vacances
scolaires, hein, car je sais que nous nous adressons à des promotions, à des personnes qui ont souvent des enfants en âge scolarisé, donc que la formation ne tombe pas sur les vacances scolaires. Et puis, j'attends de connaître un peu plus précisément aussi les dates des jours fériés, tout bêtement, pour éviter d'avoir des jours. Voilà, donc Ah, ce genre de alors, choses sont prises en considération. si tu n'as pas les dates exactes, est-ce que tu sais à peu près quelles journées vont être impactées? Par exemple, est-ce que ça va être Oui, le pardon. vendredi et le samedi? Est-ce que ça va être Enfin, comment ça va se passer à ce Oui, niveau-là? oui, oui, bien sûr. J'allais y venir. Merci, Katia. Oui, alors les 2 jours préconisés sont les jeudis et vendredis, donc les 2 jours de la fin de semaine, sur 2 journées complètes, assez denses, donc, avec évidemment des moments de cours, de séminaires, hein, et puis Attends, je vais venir appeler. ensemble. Ah, pardon? Euh, Ah, bon. non, c'est le monsieur qui parlait. Euh, D'accord. Donc avec donc le jeudi et le vendredi, donc plutôt fin de semaine, avec 2 journées complètes et bien denses, hein, avec les moments aussi des déjeuners en fin de journée si possible pour avoir des moments informels, hein. Voilà, donc on aura deux grosses journées de travail toutes les 3 semaines ou tous les mois. Et comment ça se passe au niveau du contenu? Il y a de la mise en pratique, il y a des mises en situation. Est-ce que Oui, comment ça se passe au niveau oui. pédagogique? Alors les séminaires sont organisés et dispensés par des universitaires et des professionnels, hein. Et donc, l'idée, bien sûr, est d'avoir un partage de temps entre des dispenses de contenu, on va dire, de type vraiment informatif et de connaissances sur certains aspects, évidemment, du sujet, mais également des mises en pratique, des études de cas et beaucoup de moments d'échange et de débat sur des partages d'expériences. Donc, on est vraiment sur l'idée plutôt de séminaire, hein, plutôt que de cours magistraux, d'accord, hein, avec donc cette double spécificité du corps enseignant qui sera et professionnel et universitaire. Est-ce qu'il y a déjà des partenaires sur cette formation? Alors, nous sommes en train de monter un partenariat avec une équipe absolument formidable, un cabinet d'études et de recherche, hein, qui s'appelle Génératio, que certains d'entre vous connaissent sans doute, hein. Génératio, donc c'est un cabinet d'études et de recherche qui s'est monté il y a quelques années maintenant et qui travaille justement sur les notions de vieillissement qui sont à destination donc de formation et de recherche d'études à destination d'acteurs du territoire, hein, qui ont des spécificités, des besoins en meilleure connaissance, en compréhension ou en éclairage sur les problématiques liées au vieillissement. Alors, tout un ensemble d'aspects du vieillissement, pas uniquement la question de précarité. Et je pourrais vous mettre en lien, si vous le souhaitez, le lien vers leur site, hein, Génératio. Et eux-mêmes partenarisent avec différents groupes, différents secteurs pour développer leurs activités. Et donc, ils travaillent partout en France en fonction des besoins et des demandes de différentes commanditaires sur des spécificités. Leur dernier numéro là, qui est sorti l'été dernier en analyse exploratoire porte par exemple sur le parcours résidentiel des personnes vieillissantes pardon, et en souffrance psychique. Voilà, et donc c'est vraiment des études et recherches opérationnelles, prospectives, hein, qui permettent aux acteurs de meilleure compréhension déjà des sujets et une aide à la prise de décision ou une aide à l'ajustement des dispositifs. Donc ce cabinet Génératio était de recherche est lui-même composé de personnes qui sont et universitaires et des acteurs de terrain. D'accord. Et puis Et évidemment, avec le temps, alors, pas forcément sous forme de partenariat, mais c'est clair que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ce DU a été conçu en ayant énormément d'échanges avec différents types d'acteurs ou d'institutions qui travaillent directement sur ces sujets-là ou qui sont confrontés directement au sujet du vieillissement des grands précaires. Je pense à des personnes qui travaillent au SAMU social, je pense à des personnes qui travaillent dans les grandes associations et qui gèrent des pensions de famille, etc. Donc voilà, de toute manière, c'est en partenariat, enfin, le terme partenariat est trop statutaire, mais en tout cas, c'est en lien très proche avec des personnes qui pourront aussi également intervenir ou participer en fonction de leurs besoins à la formation.
D'accord. Merci. Merci, Sophie. Est-ce que tu peux nous parler, alors ce sont des formations qui sont accessibles aux professionnels, à destination des professionnels, donc ça veut dire Oui, qu'il y a, tu le disais, un module par mois de 2 jours qu'il faudra, enfin sur lequel il faudra prendre sur son temps de travail. oui, Est-ce que c'est un diplôme universitaire, donc ça veut dire aussi qu'il y a du travail personnel. oui. Euh, qu'est-ce qui est prévu dans cette formation comme travail personnel, notamment en D'accord. termes d'évaluation pédagogique, etc. D'accord. Oui, merci pour ta question. J'ai oublié de préciser tout à l'heure. Alors, concernant les différents apports de contenu, l'idée est vraiment alors, pour chaque unité d'enseignement, les apprenants, les participants apprenants devront tenir un carnet de notes, bien sûr, un carnet de notes réflexives. L'idée n'est pas de faire une évaluation des connaissances, on n'en est plus là du tout, mais l'idée est de petit à petit travailler à l'écriture de comment l'apport de contenu commence à me faire bouger, à me faire envisager autrement, parfois en contradiction aussi ma pratique. L'idée, c'est une prise de conscience à travers le travail de l'écriture, une prise de conscience de la manière dont la formation fait bouger le regard, les représentations et peut faire bouger aussi la pratique professionnelle. C'est-à-dire comment je peux envisager peut-être d'ajuster des dispositifs ou d'ajuster ma manière de faire ou d'être avec les personnes en situation grâce au contenu, aux expériences et aux échanges que j'ai pu avoir dans le cadre de la formation avec les autres participants. Donc ce travail-là de tenue d'un carnet de bord, on va dire, hein, réflexif, hein, c'est quelque chose qui sera évalué et travaillé au fur et à mesure, enfin le long du cursus, on va dire, le long de l'année. Et puis surtout, il y a en évaluation et modalité ce projet, euh, ce mémoire projet, c'est-à-dire de penser conjointement à deux ou trois petits groupes, hein, conjointement un projet d'établissement ou un projet d'ajustement d'établissement. C'est l'idée de réaliser un travail de recherche, de mémoire, hein, comme on appelle ça un mémoire, hein, bien sûr chez nous à l'université, mais c'est un travail vraiment d'approfondissement d'un sujet en faisant une recherche de qui travaille, comment on travaille déjà sur ce sujet, quels sont les différents aspects que je dois prendre en considération. Et ce mémoire n'est pas uniquement un mémoire théorique de type universitaire, mais s'accompagne parallèlement d'une proposition de projet d'établissement, projet réglementaire, projet d'ajustement, projet de création, pourquoi pas. Donc c'est l'idée de concevoir un mémoire projet, lequel donnera lieu à la restitution d'un document écrit, bien sûr, d'un rapport, mais qui donnera lieu également à une présentation en public, à l'ensemble de la promotion des participants, bien sûr, mais également d'une présentation en public à un ensemble de partenaires d'acteurs qui peuvent être intéressés ou concernés par ces sujets-là. Donc ça, c'est quelque chose qui se passera évidemment en fin d'exercice, donc plutôt fin juin, début juillet de l'année suivante, et avec une journée complète consacrée, une journée qui clôture, on va dire, de présentation et de clôture de l'année. D'accord. En termes de rythme, on parle de la clôture, mais il y a également le début. Il y a une pré-rentrée qui est prévue également, avec un moment un peu particulier, voilà, pour faire connaissance, pour faire promo, on va dire, hein, qui inaugure et qui lance la formation. Donc, pour reprendre le rythme, ou plutôt les différentes étapes, hein, il y a vraiment le moment fort d'une pré-rentrée, les différentes doubles journées qui jalonnent l'année du DU, et puis le moment de restitution publique et de clôture. Et ça représente à peu près combien d'heures? Alors déjà, les modules, ça représente à peu près 140 heures. Non, J'imagine non, c'est qu'il y a- moins. Non, non, c'est c'est un moins. peu moins. En tout, tout compris, pré-rentrée, jury de sortie, etc., c'est 126 heures. En Plus gros, à il peu y près a. combien de temps de travail personnel? Alors, 40 heures en à peu termes. près pour le mémoire. Alors là, alors, faudrait que j'ai un peu de mal à évaluer. À partir du moment, en fait, c'est un travail sur, comment dire?
C'est un travail qui est non seulement un travail sur le long cours, hein, c'est-à-dire que c'est une maturation de la réflexion et des données, mais il y a aussi des heures en séance, c'est-à-dire sur place, qui sont consacrées à l'accompagnement et à l'écriture, à l'élaboration de ce travail-là. Donc c'est D'accord. aussi un travail, certes personnel, mais qui se fait aussi conjointement en Hmm. séance. Ok. Et sur ce travail-là, il y a une quinzaine d'heures qui est prévue en séance, vraiment à l'accompagnement, à l'élaboration du projet, la méthodologie du projet prospectif. Et puis, sinon, pour les autres unités d'enseignement, chaque grosse unité d'enseignement que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est 30 heures chacune, divisées chacune en 15 heures, 15 heures, 15 heures, 15 heures, etc. Donc, c'est un rythme qui a été volontairement découpé en horaire, comment dire, en horaire rond, je ne sais pas comment le dire, pour justement, à chaque fois qu'on a 2 jours consécutifs de travail, sur 2 jours consécutifs, eh bien, on a une entièreté, on va explorer à fond un sujet. On va avoir un ensemble de données qui se tient sur les 2 jours. Ce ne sont pas des cours éparses comme ça qui jalonnent l'année, mais au contraire, on va essayer vraiment de faire que 2 jours consécutifs donnent une entièreté de vision sur un des aspects du programme. Ok. Donc ça reste accessible. Alors évidemment, c'est un DU d'université, donc il y a un travail réflexif à avoir, c'est Oui, normal. Mais ça reste quand même accessible pour un professionnel qui est en poste de gérer et cette formation, ce mémoire tout et de à fait. maintenir son poste de travail. Oui, 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 tout à fait. Alors, je précise juste, c'est important, je pense que je le dise là. Moi, pendant des années, j'ai été aussi, alors je ne suis pas uniquement enseignante en université, mais également bon, ailleurs. Mais surtout, j'ai pendant des années été enseignante en formation continue, dans justement des formations continues à destination de professionnels. Et j'ai donc ça depuis, je sais pas, 15 ans ou 20 ans, je fais ça. Donc je connais très bien les rythmes des professionnels. Je sais à quel point refaire une formation. Alors là, c'était vraiment des formations longues, hein, parce que c'était notamment en formation continue pour devenir architecte. Donc c'est des formations qui duraient 4 ans, 5 ans, de personnes qui sont en poste, qui ont des vies de famille, et puis, bref, la vie en général qui n'est pas simple toujours pour... voilà. Donc, je connais vraiment bien les rythmes. Je sais à quel point c'est pas facile de jongler avec tout ça. Et c'est clair qu'on a juste. Et les personnes avec qui on va commencer évidemment à lancer, avec qui on est en train de concevoir l'équipe pédagogique, on a cette habitude de formation à destination de professionnels. Donc, on a tout à fait conscience. De ce cadre-là pédagogique et on ajuste complètement notre pédagogie justement au milieu professionnel. Ok. Merci Sophie. Est-ce que Je t'en prie. les personnes présentes ont des questions particulières, spécifiques par rapport à leur propre métier? Est-ce que ça interpelle? Est-ce que, euh, est-ce que vous avez des choses à dire? Alors, je vois quelqu'un qui J'avais écrit dans le fil de conversation. une petite question par Oui, rapport au type de professionnel justement à qui s'adresse ce DU. Parce que Oui, quand on dit des professionnels, c'est quand même voilà, une catégorie très, très, très vaste. Voilà, donc quel public vous visez par cette formation? Est-ce que c'est, je ne sais pas, des dirigeants associatifs qui vont être après en capacité de monter des projets? Est-ce que c'est un travailleur social qui est intéressé par cette question du vieillissement des personnes en grande précarité? Est-ce que, voilà, j'ai du mal à cerner quel public vous d'accord. Merci cherchez. beaucoup. Oui, merci. J'ai pas précisé, vous avez raison. En fait, ce sont des personnes qui ont différents types de profils. Soit des personnes qui sont vraiment en charge de conduire enfin, en charge de diriger des établissements et qui sont confrontées à ces problématiques-là. Alors, soit elles-mêmes, soit envoyer un personnel, un profil qui est vraiment directement impacté par ce type de problématiques. Donc, les personnes en charge d'établissements, des personnes responsables d'équipe aussi, qui peuvent être évidemment intéressées par cette formation. Des personnes qui ont sinon un pouvoir d'agir au sein de leur structure, qui n'ont pas forcément à des postes de direction, mais qui sont vraiment directement aux manettes, on va dire, entre la connaissance ou
en lien avec les publics, pardon, et puis les possibilités d'ajustement ou de dispositifs, hein, la possibilité d'ajustement de règlement ou oui, d'adaptation des dispositifs des établissements. Donc, ce sont des personnes qui sont en situation soit décisionnaire, en possibilité d'avoir une marge de manœuvre pour ensuite impulser une dynamique au sein de leur établissement pour envisager d'autres pratiques, des ajustements de pratiques, d'autres modalités euh, d'usage des lieux, etc. Je ne sais pas si je réponds plus précisément à votre question. Donc, en termes de poste en tant que tel, je ne voudrais pas que ce soit restrictif. Donc, je ne fais pas une liste de statuts, on va dire, ou de postes, hein, parce que la liste serait soit très longue, soit de fait un peu restrictive, en fait. Mais est-ce que moi, j'ai répondu à votre question? Oui, 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 oui. Merci. Ah, c'est Oriane. Bonjour, Oriane. Oui, Je vois bonjour. que j'ai le petit... Alors, Marie-Alice posait la question de savoir si la formation était finançable. On revient un peu sur le financement. Par le système transition professionnelle. Alors malheureusement non, puisque le système transition professionnelle ne va financer que des formations qui sont diplômantes au sens diplôme d'État. Or là, il s'agit d'un diplôme universitaire qui n'est pas encore, qui n'a pas encore de titre RNCP. Il faudrait qu'il y ait un titre RNCP qui soit rattaché. Ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas possible via la transition professionnelle. Par contre, c'est possible via des organismes publics ou privés, des OPCO, si vous êtes indépendant, par exemple, travailleur social indépendant, les OPCO peuvent financer ce type de formation. Ça, c'est possible. Et sinon, comme je le disais tout à l'heure, les employeurs aussi, quand ils estiment qu'il y a une nécessité, un besoin pour leur structure, en tout cas, de faire évoluer en compétences leurs salariés sur des sujets comme celui-là, par exemple, ils peuvent le financer dans le cadre du plan de développement des compétences. D'accord, merci, je vous remercie. Je vous en prie. Je reviens, excusez-moi, 2 secondes sur la question des professionnels, mais plutôt en termes de métier. C'est vrai que je l'ai pas, enfin, c'est un peu précisé dans la plaquette, mais ça s'adresse vraiment à des profils type travailleurs sociaux, médecins, architectes, promoteurs, aménageurs, directeurs d'établissement, encore une fois, alors, en fonction de leur profil, secteur métier de départ, je ne sais pas, mais voilà, donc c'est vraiment l'idée est de vraiment mettre autour de la table des personnes qui proviennent de ces 3 secteurs principaux que sont encore une fois le soin, le social et l'habitat au sens large, pour vraiment travailler ensemble en fait. C'est ce qui s'est révélé ces différentes années lorsque nous avons participé à différents événements ou colloques ou journées d'études ou autres. C'est cette envie, mais également cette difficulté d'arriver à faire lien, à travailler ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre autour de la table ces différents profils-là de personnel. Merci Sophie. Nous approchons de la fin de cette présentation. On peut encore répondre à une ou deux questions si vous en avez d'autres. Dans tous les cas, on a enregistré la session, donc il y aura un replay. Nous vous l'adresserons par mail pour que vous puissiez la voir ou le relayer auprès de vos collègues aussi, hein, si jamais il y a un intérêt plus global. Nous vous adresserons aussi un petit sondage pour savoir avoir votre retour sur cette présentation et sur cette formation également. Voilà, donc si vous avez envie de poser une question, il est encore temps. N'hésitez pas. Et si Alors, toi, Sophie, tu as peut-être encore... Oui,
Non, non, mais il est encore temps maintenant, ou alors quoi qu'il en soit, de toute manière, et ça a été le cas de quelques personnes qui ne pouvaient pas se brancher ce soir, quoi qu'il en soit, nous sommes à un an à peu près de l'ouverture de la formation, donc on a un peu de temps. Donc, moi, je reste à votre entière disposition pour avoir si vous avez des précisions ou des questions qui arrivent plus tard, vous avez de fait mon mail, évidemment, dans le mailing qu'aura préparé Katia. Oui, oui, Donc, oui. voilà, j'ai déjà prévu de faire quelques rendez-vous à l'issue de ce soir auprès de personnes qui ne pouvaient pas venir. Voilà, je suis très disponible sur ce sujet. On a du temps, et ça c'est super. On a du temps pour poser les choses et pour bien comprendre quelles sont vos demandes, quelles sont vos envies et vos besoins, et puis de voir dans quelle mesure l'offre de formation telle qu'elle est conçue là peut y répondre ou pas. Mais bon, je peux y répondre surtout. Voilà. Oui, petite question. C'est une formation Bonjour. sur un an. Bonjour. Est-ce que ça peut être, enfin, je pense que non. Est-ce que ça peut être scindable? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'intéresser à un module une année et puis revenir 2 ans après pour un autre module? D'accord. Alors, je dirais pas non tout de suite, Patrick. Bonsoir, Monsieur Friouco. En fait, c'est quelque chose que je vais commencer à voir cette année, justement parce il est clair qu'une partie des personnes qui seraient intéressées par la formation sont peut-être déjà très au fait d'une partie du programme, peut-être moins de l'autre. Et donc, dès le départ, le DU a été pensé justement avec 3 modules assez différents, enfin assez complémentaires, pour pouvoir peut-être n'en faire qu'un sur l'ensemble. Donc, je ne réponds pas non tout de suite à votre question, mais je mets un oui en suspens pour le moment parce qu'il me faut une validation administrative et pédagogique sur ce point-là. Mais en tout cas, d'un point de vue de l'esprit et de la possibilité, c'est quelque chose que j'ai pensé dès le départ, de pouvoir faire, pas forcément l'entièreté du programme en une fois, mais peut-être un module, un autre, en tout cas un module dans son entièreté. Ça, oui. Par contre, il y a une chose aussi qui peut être intéressante et importante, c'est que puisqu'on fait de la formation continue, si votre établissement, l'établissement dans lequel vous travaillez, a besoin de former plusieurs personnes sur le sujet, il est possible, en tout cas avec Sophie, de considérer la possibilité de réaliser une formation spécifique peut-être Si. Oui. sur mesure. Donc ça, c'est des choses que l'on peut envisager en tout cas. Donc il ne faut pas hésiter à poser la question. Peut-être qu'on pourra le faire, peut-être pas, mais en tout cas à poser la question pour voir si effectivement il est possible d'envisager cela. Voilà. Oui. Ben, Oui, merci merci beaucoup. pour votre réponse. Oui. Merci pour votre question, Patrick, parce que j'avais oublié de mentionner ce point-là, bien sûr. Et merci pour le premier complément, Katia. Effectivement, il y a aussi cette possibilité, en fonction des besoins des établissements ou des grosses structures, de faire vraiment voilà, un package spécifique qui répond à une demande spécifique. Et puis, pour la question des modules, des unités d'enseignement à faire de manière non pas continue sur un an, mais autre, on a aussi le principe de certification que l'on a chez nous. Et donc, chaque module pourrait faire l'objet d'une certification en soi, indépendamment du reste. Voilà, donc, il y a de toute manière des possibilités de déclinaison pédagogique et administrative de la manière dont il a été pensé dès le départ. En fait, comme on est à une année de l'ouverture, outre la manière dont il a été conçu au départ, il y a des pistes d'ajustement et d'adaptation qui sont tout à fait possibles encore à ce stade. Et c'est ça qui est super, en fait. Très bien, écoutez, merci Sophie pour cette présentation. Merci à tous d'être venus découvrir ce nouveau DU. On va s'arrêter là, je pense, pour ce soir. Nous vous souhaitons une très très belle soirée. Et puis, un grand merci. et puis on reste en contact pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Très bonne Merci soirée à beaucoup, tous. Katia. Merci Merci Sophie. beaucoup à tous. Merci, et bonne merci pour soirée vos à vous. questions. Et n'hésitez pas, Merci, je reste à bonne votre soirée. disposition. Merci Merci à beaucoup. vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.